Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre directeur du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers sociaux du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités. C'est à partir de 2014 et 2015 que les 5 pays producteurs de pétrole de la zone CEMAC sont touchés de plein fouet par la chute du prix du baril de pétrole. La baisse des revenus pétroliers, qui représente entre 25 et 85% des recettes de ces pays, a plongé la région dans une crise qui se fait sentir encore aujourd'hui. Depuis le début de cette année, le Fonds monétaire international a engagé des négociations avec chacun des États pour trouver une solution et revoir les dépenses budgétaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous le savez, dans les officines, les coins de rue et autres lieux, le débat sur la présence du FMI fait rage. Surtout en République du Congo où il bat son plein, souvent dans des conjectures. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, va apporter des réponses aux nombreuses questions liées aux négociations avec le FMI, à la dette et aux réformes. Vous le savez aussi que ce sont des questions qui sont tout sauf tabous parce que le gouvernement de la République du Congo n'a rien à cacher. Les journalistes déclineront leur identité et celle de leur organe de presse et poseront leurs questions dans la discipline qu'exige un tel événement et dans une totale liberté. Seront hors sujet ceux des journalistes qui poseront d'autres questions que celles liées au dossier FMI. Monsieur le Premier ministre, qu'il vous plaise à présent de prendre la parole. Merci, Monsieur Mayela, pour l'introduction que vous venez de faire, pour bien situer l'événement et l'objet de notre rencontre. Je tiens à saluer toute la presse qui a pu trouver du temps pour venir poser des questions au chef du gouvernement du Congo sur les sujets sous-évoqués. Ça en est fait un plaisir de vous revoir à nouveau puisque j'étais ici dans la même salle le 4 mai dernier. Au-delà des questions économiques, on avait abordé bien d'autres sujets. Donc, je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions sur le sujet central de nos relations avec les institutions financières internationales. Donc, la parole vous revient. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes des statuistes. Alors, comme il a été dit, donc, une mission technique du FMI a séjourné à Brazzaville. Elle a eu des séances de travail avec la partie congolaise parce que notre pays souhaite parvenir à un programme soutenu par le FMI tout en préservant les acquis sociaux. Mais à l'issue de cette première étape de discussion, certains compatriotes n'hésitent pas à parler d'échec. Au stade actuel, Monsieur le Premier ministre, quel éclairage pouvez-vous donner à l'opinion, justement, dans l'attente d'un programme soutenu par le FMI? Merci. Nous a bien montré que le contexte général était dicté par la situation économique des pays de la CEMAC. Pour la majorité d'entre eux, en dehors de RCA, sont tous producteurs du pétrole. Et le pétrole qui est intervenu dans les ressources publiques à des hauteurs très importantes. Or, il s'est révélé qu'à partir de 2014, le pétrole commençait à se mal vendre quand on a connu des hauteurs de plus de $100 le baril. Donc, tous les États de la CEMAC se sont retrouvés dans une situation financière quelque peu difficile. Toujours à titre de rappel, en 2016, l'année dernière, conscients de cette difficulté, tous nos chefs d'État se sont retrouvés en septembre 2016 pour prendre une position collégiale qui consistait à dire qu'il faut que les États prennent des mesures importantes pour redresser la situation de ces économies, fortement ébranlées notamment par la chute brutale des cours du pétrole.
Et d'ailleurs, à cette occasion, notre président, son excellence Denis Sassou Nguesso, avait été désigné comme le président dédié aux réformes. Et nos partenaires extérieurs qui lisent la situation du Congo, lorsque notamment ils observent que les réserves de change de toute la sous-région périclitent très vite. Lorsqu'on était à des hauteurs de 6 mois d'importation, on est descendu à 3. Ces partenaires disent, mais à ce rythme, on va se retrouver avec des pays sans réserve. Et il y avait donc, on a laissé planer l'hypothèque d'une évaluation du franc CFA, car vous savez que nos réserves sont en commun, c'est un pool commun. Cela va intervenir Madame Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire. Ça s'est passé en décembre 2016 à Yaoundé. Réunion au cours de laquelle les chefs d'État à nouveau disent à Madame Lagarde que nous avons déjà pris conscience par nous-mêmes de la situation et que nous voulons régler nos problèmes. Mais compte tenu des incidences liées au contexte extérieur, justement de la zone, je crois que le Fonds monétaire a manifesté sa volonté d'appuyer les États quand on voyait la nature des déséquilibres et leur profondeur, et surtout le rythme que prenait la dégradation de cette situation. C'est là où intervient le Fonds monétaire dans le rôle en tant qu'institution naturelle dont la mission est de venir à la rescousse des États qui ont des difficultés, notamment de balance de paiement. Et c'est le cas pour nos différents États. Donc ce que nous avons vécu il y a 1 semaine et demie ou 1 semaine, la présence du Fonds monétaire chez nous, c'est tout à fait quelque chose de normal. Puisque j'y étais déjà ici, là, dernier passage, je crois, c'est en juillet, où nous avons engagé déjà le contact avec eux, la revue normale qu'ils font dans tous les États membres. Avec ce partenaire, nous avons déjà convenu qu'il était difficile au Congo par lui-même de retrouver tous les équilibres sans l'appui du Fonds monétaire. J'ai dit, c'est son rôle. C'est dans ce contexte. Conscient que nous, on avait 2 élections dans le pays, on a demandé à nos partenaires de nous laisser le temps de finir avec les élections, ce qui a été fait. Dès qu'on a fini les élections, il fallait renouer langue avec cette institution. Et le déclencheur est venu, le chef de l'État lui-même, qui, à la faveur d'un déplacement à New York, aux assemblées annuelles, il a pris en côté Mme Lagarde pour lui demander d'envoyer une mission à Brazzaville. C'est là le déclencheur. Le renouer avec le Fonds pour discuter en profondeur des questions qui concernent la situation macroéconomique du Congo. Donc cette mission qui est venue ici, du 25 septembre au 4 octobre, d'une dizaine de jours, elle avait pour feuille de route discuter des questions de gouvernance, c'est-à-dire toutes les politiques publiques s'assurer que c'est fait avec une certaine lucidité, une certaine efficacité, et par ailleurs discuter dans ce qu'on pourrait appeler le talon d'Achille, la dette du Congo, à quelle hauteur se situait et quel était son niveau par rapport à notre richesse nationale. Donc voilà les sujets qui ont entouré tous les débats qu'il y a eu avec cette délégation, qui a rencontré beaucoup de partenaires, à commencer par les partenaires publics. Quand vous lisez le communiqué final, de notre point de vue, je crois qu'ils ont eu les informations qu'ils voulaient avoir, ils ont eu les contacts avec toutes les administrations, les autorités publiques, voire privées, la société civile, les diplomates. Et ce qui nous revient, c'est que les contacts étaient de très bonne facture. Au niveau de l'État, toutes les informations souhaitées, ils les ont obtenues. Les contacts qu'ils ont voulu avoir avec tous les autres partenaires ont été faits dans les délais convenus. Je crois qu'il y a un passage dans le communiqué qui dit que, globalement, on a eu de très bons contacts. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter tous nos experts qui, pendant ces 10 jours, ont travaillé souvent très tard pour décortiquer les chiffres. Parce qu'avec le Fonds monétaire, il faut faire des consultations avec leur siège. Compte tenu du décalage, leur arrivée de travailler jusqu'à 3 heures du matin.
nos experts avec eux tout le temps. Donc voilà le climat dans lequel ces contacts se sont déroulés, avec le communiqué que vous avez pu voir, en montrant bien que on a ouvert tous nos livres, on a parlé de la dette du Congo, elle était estimée à un niveau que vous connaissez, ils ont tiré un pourcentage de 110 par rapport au PIB, estimé par le fonds, sans l'OE, c'est bien dit comme ça. Et puis, de notre point de vue, donc, on a eu tout à fait de très bons contacts. Lorsque vous parlez d'échecs, je ne sais pas comment, à ce niveau-là, parler d'échecs, puisque les contacts ont été d'une très bonne facture, je l'ai dit tantôt, et qu'en réalité, ils avaient soif d'avoir des informations. Ils les ont eues. De mon point de vue, le communiqué le dit, il n'y a pas eu d'échec. Nous sommes au début d'un processus qui va se déclencher par une vraie négociation. Voilà, donc à ce niveau, moi je peux considérer que ceux de nos compatriotes qui pensent qu'il y a eu échec, il faut une mauvaise lecture de la marche des choses. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma question est la suivante, à l'appui de celle posée par mon collègue Joachim Banza. À présent, quelles vont être les prochaines étapes des discussions entre les deux parties avant la conclusion d'un éventuel programme avec le Fonds monétaire international? Vous savez, quand on a ces contacts, on a dit, ils l'ont bien dit, hein, c'était une... Ils sont venus pour des discussions techniques. Cela veut dire qu'il y a d'autres discussions. Nous sommes là dans la diplomatie économique de haut niveau. Je dois vous dire que nous sommes en contact permanent avec les plus hautes hiérarchies du Fonds monétaire international. Ils ont eu les informations qui leur permettent de comprendre la situation du Congo. Ce serait malades, ils sont venus faire un diagnostic. À partir de ce diagnostic, ils peuvent donc chercher à établir des thérapies adaptées au contexte congolais. Puisque nous avons une urgence à signer avec le Fonds monétaire international, nous leur avons demandé de venir dans les meilleurs délais. Meilleur délai, ce n'est pas une date précise, mais ça devait se faire dans les meilleurs délais. Surtout que nous avons la contrainte de discuter avec eux de ce que sera notre budget 2018. Donc nous attendons simplement que la délégation revienne, cette fois-ci pour effectivement discuter du programme. Qu'est-ce qu'un programme? C'est une feuille de route que le Congo met en place, mais soutenue par la communauté internationale. C'est d'abord notre programme. Et le Fonds monétaire est dans l'obligation institutionnelle de soutenir les États qui sont en situation de déficit macroéconomique. Donc c'est notre programme que nous allons leur proposer. Nous en avons les grandes lignes. Donc quand ils viendront, nous disons ce programme en fonction des décalages, donc des gaps, des déficits constatés. Nous verrons ensemble, souvent c'est un programme sur 3 ans, le type de mesures qu'il faut prendre pour faire court et simple, comment renforcer le niveau de recettes et les flux, et comment maîtriser la dépense sur la période pour établir les équilibres. Et en même temps, eux, puisqu'il y aura des déficits qui méritent d'être appuyés par l'extérieur, ce sera l'occasion pour eux de nous dire jusqu'à quelle hauteur le Fonds monétaire va intervenir, qui lui-même, dans sa pratique, n'est un organisme. Il cherche de levier, car le Fonds monétaire n'apporte pas toutes les ressources. Du fait qu'ils appuient un État, cela permet de remettre de la confiance vis-à-vis des créanciers, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Et à partir de là, le pays se met à exécuter les contraintes qu'il va se donner d'abord lui-même. Nous mettre un peu plus de discipline dans la gestion de nos ressources qui sont rares, avoir un profil de ces différentes ressources, les affecter
là où nous estimons que c'est très vertueux, notamment dans l'investissement. Quel type d'investissement il faudra mettre en œuvre? Ça sera ça, ce programme. Et forcément, il y a des contraintes. Il y aura forcément des contraintes. Celle de faire des choix quelquefois difficiles entre plusieurs préoccupations. Le Congo a des besoins énormes. On était habitué à une certaine aisance financière. Nos budgets avaient atteint les 4 000 milliards. En l'espace de 2 ans, ils ont été divisés par 50%. L'année qui suit, 33%. Imaginez la chute qu'a connue le pays. C'est comme vous êtes un salarié, je l'avais dit la dernière fois, vous gagnez 100 000. Votre budget passe à 50 000. Un an après, vous passez à 33 000. Mais ce chef de famille qui ne se trouve qu'avec 33 000, alors qu'il a des besoins plus ou moins fixes, importants. Loyer, se nourrir, se soigner. Quand on arrive en tel contexte, c'est extrêmement difficile, donc c'est très douloureux. Ce chef de famille qui n'a que 33 000, il fait quoi? Il est obligé de tendre la 3 000 francs dont il dispose maintenant. Il faut le ramener peut-être à 60, un jour à 75, et pourquoi un jour dépasser les 100 000. Voilà l'exercice auquel nous sommes confrontés. Mais le Fonds monétaire est spécialisé pour ça, pour nous aider à passer de 33 000, retrouver 50 000 pour pas un jour dépasser les 100 000. Voilà, c'est ça l'exercice que nous allons faire avec eux. Juste une question. Permettez que je parle au conditionnel. Le Congo aurait dit toute sa volonté de réformer les entreprises d'État au FMI. On se souvient dans cette même salle, début mai dernier, et au même endroit où vous vous trouvez, vous nous avez annoncé des réformes au niveau de la SNE, la SNDE et la SNPC. Où est-ce que nous en sommes, Monsieur le Premier ministre? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui se fait dans un avenir proche et certain? À quoi doit-on s'attendre? Merci. Je crois que la dernière fois, quand je parlais de ces réformes, le souci était toujours celui de donner à ces entreprises qui sont dans le secteur économique réel qu'elles atteignent leur vocation de produire la richesse, de rendre les services et en même temps de ne pas coûter cher à la collectivité. Le point qui a été fait sur la SNE, la SNDE par exemple, l'eau et l'électricité c'est fondamental. Non seulement l'eau doit arriver chez ceux qui le consomment, en bonne qualité, qu'elle soit facturée, que les gens apprennent à payer leur eau, leur électricité, et que la société, puisque c'est une société commerciale qui vend un service, qu'elle apprenne à ne pas perdre de l'argent. Donc, il faut des réformes profondes. Je crois que j'avais me dit courant août, j'avais annoncé août comme ça. Ça ne voulait pas dire qu'en août, toutes les réformes sont faites, on change. J'avais simplement donné la période vers laquelle on prendrait des mesures pour commencer. Et ce genre de réformes, elles sont longues. Au moment où je vous parle, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je crois, mes amis du gouvernement sont là. Nous avons commencé à regarder les dossiers, notamment de la SNE, de la SNPC et de la SNDE. Nous allons faire un toilettage qui consiste à revoir la gouvernance que nous considérons comme inefficace. Au-delà de cela, il va falloir leur donner les missions, repréciser les missions. Parce que nous sommes dans une fiction où on dit l'État est propriétaire, l'État n'est jamais en faillite, notamment dans le cas des sociétés SNE, SNDE. Il est démontré que quand vous voyez leur bilan, si c'était des sociétés privées, elles fermaient. Puis elles sont en faillite de manière virtuelle, je l'assume en vous le disant, en tant que Premier ministre. Mais comme il y a la fiction de l'État propriétaire, on n'arrive pas à extérioriser les vraies pertes. On dit l'État est présent. Mais l'État présent, c'est bien quand il a beaucoup de moyens. Donc cette fiction nous coûte très cher du point de vue de la politique économique.
ce n'est pas forcément très efficace. Donc l'idée de demain, c'est de dire, l'eau est une denrée qui se vend proprement et on peut gagner de l'argent en vendant de l'eau. De même pour l'électricité. Quant à la SNPC, ils vendent le pétrole. Ils produisent. Ils ont des activités en amont et en aval. Secteur, bien entendu, au centre de nos difficultés actuelles, puisque le pétrole, quand tout se vendait bien, on avait plein d'argent. Et quand les cours baissent, on arrive à des difficultés. Donc une telle société également par vocation. Elle a été créée parce qu'on considère que dans ce secteur sensible, il fallait que l'État ait un outil. Mais cet outil doit rapporter l'argent à l'État, il ne doit pas coûter cher à la collectivité ni à l'État. Donc, ces réformes ont commencé, elles vont être longues. Ces réformes prennent quelquefois, quand on va très vite, c'est 6 mois. Sinon, il faut compter sur l'année. Donc, courant 2018, vous verrez bien, vous suivrez au fur et à mesure que nous allons engager ces différentes. On commence par l'organisation générale, après on va toucher sur les filières, on va toucher sur revisiter le capital, si on peut introduire des partenaires privés, si on peut créer des départements. Il y a beaucoup d'aspects qui sont en cours sur lesquels nous sommes en train de discuter en gouvernement, et le moment venu, tout cela sera acté par nos parlementaires. Il se pourrait qu'on passe de sociétés d'État à des sociétés d'État, mais de type privé. Cette mutation institutionnelle nécessite que l'Assemblée nationale se prononce de sortir de statut pur de société d'État à une société qui se gérait selon une logique purement capitalistique. Voilà, donc ce sont des réformes profondes que nous voulons mettre en œuvre. Elles ont effectivement démarré. Ai-je répondu à votre question? Ok. Vous avez tout à l'heure parlé, dans les réponses que vous donnez, vous avez abordé la question du budget 2018. Cela nous intéresse. Nous savons que par rapport aux conclusions ou à la déclaration faite par le Fonds monétaire international, à l'heure actuelle, un nouvel endettement est à déconseiller. Le Congo est en phase de préparation de son budget 2018. Peut-on savoir, Monsieur le Premier ministre, où trouveront-on des nouvelles ressources, des nouvelles niches pour essayer de bien préparer le budget 2018? Si nous sommes en programme avec le fonds, même sans le fonds, nous avons déjà pris les options de dire que est-ce qu'on a assez exploré toutes les possibilités de ressources dans le pays? Mais je peux dire que non. Justement parce qu'on avait la manne pétrolière, on a un peu oublié de regarder les ressources qui sont vraiment les ressources de proximité. Est-ce que la forêt donne suffisamment d'argent à notre pays? Est-ce que le secteur domanial donne assez d'argent à notre pays? Le secteur foncier? Est-ce que les droits dans leur organisation actuelle donnent assez d'argent à notre pays? Entre la notion de collecter et que ça arrive bien à la caisse, que les circuits sont respectés, mais nous on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des possibilités. En améliorant l'existant déjà, et en même temps, les niches existent. Dans un secteur comme le secteur foncier. Imaginez un seul instant que nous venions à dire que désormais, tous les Congolais devraient, pour sécuriser leur propriété, on leur demande d'avoir des titres fonciers. Pas des taux actuels, peut-être considérés comme très lourds, mais révisés un peu à la baisse, pour que tout le monde sécurise son bien dans ce pays où il y a beaucoup de querelles dans les tribunaux à cause de la propriété foncière. Mais nos calculs rapides, ça nous ramènerait beaucoup de milliards. Hein? Beaucoup de milliards. Parce qu'un Congolais, même ce qu'on appelait avec peu de revenus, attaché qu'il soit à la propriété, si on peut accéder à un titre foncier à 300 000 ou 200 000, les gens seraient prêts à le payer, on les sécurise.
Si on recense correctement tous les propriétaires de maisons dans nos principales villes, ailleurs c'est comme ça que ça se passe. On se dit, il y a de l'argent à prendre. Mais après, il faut calculer le coût de la collecte de cet argent. Nous avons fait des calculs. On se dit, oui, il y a des possibilités de ramener la ressource dans les caisses de l'État. Donc les niches, c'est de regarder dans chaque secteur économique productif où nous pouvons collecter des ressources générées par l'économie d'aujourd'hui, même en temps de crise. Rien que le secteur commercial lui-même. Est-ce que nos transactions sont suffisamment rémunérées du point de vue que prend l'État? Est-ce que ceux qui font l'activité commerciale sont bien répertoriés? On me dit qu'ils paient même pas trop d'impôts parce qu'ils rencontrent plein de partenaires. Quelquefois c'est la police, quelquefois c'est le ministère du Commerce, un fonctionnaire du commerce, quelquefois c'est d'autres ministères. Je vois M. le ministre Mongala, là, avec sa taxe télévisuelle, par exemple. Là aussi, ailleurs, ce genre de taxe rapporte de l'argent. Combien de Congolais paient de l'argent du fait qu'ils détiennent chez eux des outils de télécommunication? Ailleurs, ça se fait. Là aussi, il faut éduquer les gens. Avec des montants pas trop élevés, mais on peut instituer tout cela et expliquer aux populations. Parce qu'ils reçoivent du service. Mais les partenaires extérieurs qui sont installés chez nous, je ne les accuse pas. Ils l'ont bien compris. Que quand nous sommes tous abonnés d'ailleurs, souvent aux mêmes sociétés, les gens payent bien de l'argent. Je sais que dedans, l'État prend un tout petit peu. Mais c'est tout à fait suffisant. Donc les niches, il y en a beaucoup. Les secteurs du ministère de l'économie et des finances, notamment au niveau du fisc, ils sont en train de faire un travail de recensement pour montrer que demain, lorsqu'on met en œuvre ce type de mesures, on en calcule le prix de mise en œuvre de la collecte. À un horizon 7 ou 8 mois, on peut redonner suffisamment de ressources à notre pays. On s'était beaucoup endormi sur le pétrole, il faudra psychologiquement en sortir, faire du pétrole vraiment de source d'appoint et ne vivre que de ce qui est très sûr. Les deux mamelles de ressources, c'est bien les douanes et les impôts. Discuter avec les douaniers en off, ou les fiscalistes en off, en privé, lorsqu'ils veulent se déchaîner, s'ouvrir un peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités de lever encore de ressources. Il faut que l'État soit un peu plus regardant. Merci. Au suivant. Vous paraissez très rassurant, optimiste même. Mais il se trouve que les Congolais gardent encore des souvenirs très douloureux des programmes avec le FMI. Il y a eu des pertes d'emplois, la réduction de la masse salariale au niveau de la fonction publique, jusqu'aux réductions de salaire. La pilule, grosso modo, a été très amère. Et les Congolais aujourd'hui se disent, est-ce qu'ils vont pas revivre les mêmes choses? Est-ce que dans le programme qui est en cours de négociation envisagée, est-ce que vous allez prendre en compte ces appréhensions des Congolais? Monsieur le journaliste m'avait suivi, vous êtes dans l'optique de celui qui est couché, de celui qui pense que c'est l'autre qui vient dicter sa volonté chez nous. Je vous ai dit, le Congo a des problèmes, mais le pays est debout, le pays est conscient, il sait où il va et pourquoi il a besoin du Fonds monétaire. Oui, dans le passé, tous nos pays, il y a plus de 15 ans, Fonds monétaire et Banque mondiale réunis, ils avaient estimé que c'était la période où l'État devrait se désengager du secteur économique. Dans ce pays, nous n'étions pas des très grands producteurs de café et de cacao, mais on était quand même des producteurs.
À cause des politiques, le Fonds monétaire, la Banque mondiale surtout, le reconnaît un peu. Ils avaient signé que l'État doit sortir de ce secteur. On est tellement sorti que même la vulgarisation de soutien ne se faisait plus. L'État soutenait les producteurs, éduquait les producteurs, leur disait comment on plante le cacao, comment on le traite, jusqu'à la commercialisation. On savait financer ces phases. Après, la phase la plus facile, c'est lorsqu'il s'agit de prendre ce produit, l'amener jusqu'au port de Pointe-Noire et le vendre. Intervenir le secteur bancaire pour le financer. Mais quand on casse la filière, on dit à l'État de sortir. Parce que le privé va arriver, on n'a pas vu de privé. Parce qu'on n'a pas vu de privé aller dans des zones difficiles, aller collecter le peu de café un peu partout, ce que faisait l'État avec nos offices. Ce qui a été vécu au Congo l'a été dans les autres pays africains producteurs de matières premières. Je crois que le Fonds et la Banque mondiale ont retenu les leçons aussi, parce qu'on leur a dit. D'entrée de jeu, quand on a commencé à avoir des contacts avec ces institutions, nous, on a bien dit qu'attention, nous allons aller en négociation. Je vous ai parlé de l'image de ce chef de famille qui n'a que 100 000 francs. Pour diverses raisons, de 100 000, il ne se retrouve qu'avec 33 000. Après, il faut parler avec des partenaires qui peuvent nous aider à remonter la pente. Dire qu'il n'y aura pas quelques contraintes, ce serait trop facile. Aide-toi, le ciel t'aidera, oui. Nous aurons des efforts à faire à notre niveau. Ces efforts sont nécessaires et le Congo l'a déjà fait. Le Fonds monétaire, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder la taille des dépenses courantes, dont les salaires, par exemple. Nous-mêmes, on a estimé ici, quand on avait les ressources, en 4 phases qu'il fallait revaloriser le poids d'indice. Ce qui a été fait, ça a été tenu. De nos contacts, je n'ai pas vu le Fonds monétaire. Comme on n'a pas commencé la négociation, peut-être qu'ils diront leur point de vue là-dessus. On leur a simplement dit que, regardez, la taille du revenu pris au coût réel au Congo, le fonctionnaire n'est pas forcément quelqu'un qui vivrait dans l'aisance totale. Mais en nominal, comparé à nos 66 000 fonctionnaires maintenant après le recensement qui a été fait, on note que le coût salarial par rapport aux autres dépenses est élevé. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça fait partie de l'enjeu de la discussion. Est-ce qu'on va dire aux Congolais de couper les salaires par 2, par 3? D'autres territoires, nous leur avons dit que c'est certainement pas là-bas qu'il faut toucher, parce que nous avons besoin également de la demande solvable, des gens qui consomment, il leur faut quelques revenus. On arriverait là-bas que quand on épuisait les possibilités, je vous ai dit, il y a d'autres possibilités de redonner quelqu'un qui vivrait dans l'aisance totale. Mais en nominal, comparé à nos 66 000 fonctionnaires maintenant après le recensement qui a été fait, on note que le coût salarial par rapport aux autres dépenses est élevé. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça fait partie de l'enjeu de la discussion. Est-ce qu'on va dire aux Congolais de couper les salaires par 2, par 3? D'autres territoires, nous leur avons dit que c'est certainement pas là-bas qu'il faut toucher, parce que nous avons besoin également de la demande solvable, des gens qui consomment, il leur faut quelques revenus. On arriverait là-bas que quand on épuisait les possibilités, je vous ai dit, il y a d'autres possibilités de redonner un peu de gaieté à notre économie. S'il nous est possible, justement, de réactiver les niches qui existent, de renforcer nos propres recettes, c'est notre propre exercice. Nous démontrons que nous sommes capables de soutenir la masse salariale actuelle à partir de ressources propres de douane et des impôts. C'est aussi là la notion de souveraineté. Notre propre argent qui nous permet de payer nos propres salariés, de soutenir nos retraités, de soutenir les populations dites fragiles, les couches vulnérables. C'est écrit dans nos options quand on a adopté les budgets. On a bien dit nos budgets, tenez compte de cela. C'est ça qu'il faut préserver comme noyau dur. Parce qu'il reste aussi ça,
C'est eux qui alimentent la demande dans le pays. Il faut qu'il y ait des consommateurs. C'est pourquoi vous m'avez dit je suis rassurant et optimiste, oui. Tout en sachant qu'il faut de la gravité, mais je n'ai pas besoin de ne pas être optimiste. Parce que je sais que si, au niveau du gouvernement, il y a un vrai consensus de faire des réformes, il y a un consensus fort de parler avec les institutions internationales qui auront des conditionnalités que nous négocions avec eux. Dès lors qu'on ne les a pas négociées, je ne peux pas en parler ici, mais vous avez raison d'avoir cette appréhension. L'intérêt de la négociation, c'est d'en parler. Et si je peux vous livrer le secret, je pourrais même vous dire pourquoi le chef de l'État, avec Mme Lagarde, ça avait été évoqué cet aspect déjà. Nous allons discuter avec vous, mais ce n'est pas pour amener des mesures de nature à déstabiliser l'économie nationale, affaiblie. Parce que nous avons l'expérience des pays qui ont eu des programmes. Quand la dose était trop forte, on a dégradé, on a rendu malade, plus malade qu'il ne le faut. Ces exemples existent et on sait comment éviter cela. Nous n'avons pas vu de Mme Lagarde une oreille. Je crois qu'elle était assez attentive à cette question. Et la délégation qui est arrivée, dans leurs différents rapports écrits, vous pouvez, les journalistes, aller dans les services, où d'entrée de jeu, ils disent, nous allons discuter, mais il faut un peu d'investissement pourvu qu'il soit productif, parce qu'il faut un peu de croissance, on en a besoin, et il faut garantir la paix sociale dans tous les pays où on intervient, et naturellement, il faut assurer la régularité de la paix de ceux qui travaillent, à condition qu'ils y travaillent. C'est pourquoi nous avons même fait le recensement, j'ai oublié dans les réformes, qu'il y avait cette réforme qui a démarré, la fonction publique. Par elle-même, juste en amenant les chiffres, en des chiffres qu'on considère comme peu clairs, un instruction avait été donné au ministre de la fonction publique, avec son collègue des finances, de rajouter des choses et couper les salaires à ceux qui sont dans des situations ambiguës. Couper ces salaires qui étaient plus ou moins des salaires qu'on ne peut pas justifier, c'est des gains qu'on va faire. Ça fait partie des mesures à prendre. Mais ça, il faut maintenant qu'on extériorise, capitaliser le produit du recensement que nous avons fait l'année dernière. Donc, oui, je suis rassurant parce que c'est possible. Je suis optimiste parce que le programme que nous allons mettre en œuvre sera un programme tout à fait réaliste. Les pieds sur terre, au coude à coude. Au niveau technique, on verra qu'il y a un tel déficit. Est-ce qu'avec un tel déficit, le Congo en 3 ans peut combler tous ces déficits sur une période de 3 ans? C'est la taille du déficit qui va démontrer la durée sur laquelle il faudra agir. La seule variable, ce sera le temps. Et c'est comme ça que nous pensons que le Congo a un très grand potentiel. Ce qu'on nous demande, c'est de transformer l'essai, de faire de ce potentiel un pays qui puisse retrouver aujourd'hui un stock de richesses, un patrimoine. Mais il est illiquide. Il va falloir maintenant le transformer en flux important qui nous manque désormais. Pour qu'il y ait la richesse qui commence à circuler. Mais par quel bout nous allons le prendre? Mais forcément, en maîtrisant nos dépenses, toutes les dépenses, y compris les sociales les plus fragiles, mais les maintenir, mais les maîtriser et éviter de nous lancer dans des investissements trop lourds. D'abord, nous n'en avons pas les moyens. Et il va falloir donc les sélectionner. Je crois dans le programme du Fonds monétaire, dans leur communiqué, vous parle de prioriser les dépenses. Je ne sais pas s'il y a une question autour de ça. Derrière, ça veut dire quoi?
que parmi toutes les dépenses, il faut qu'on soit capable par nous-mêmes, selon notre connaissance du terrain, quelles sont les dépenses que nous considérons comme les plus justifiées pendant qu'on a moins de moyens. Pour revenir à ce chef de famille qui avait 100 000, qui se retrouve avec 33 000, convaincu qu'il pourra aller avec l'aide, ses propres efforts et l'aide des autres, il pourra aller par exemple à 75 000. Mais il avait quand même 100 000 entre-temps. Il avait eu un niveau de confort de consommation. Il va faire l'effort où, à quel niveau, quelles dépenses il maintient et quelles dépenses il supprime. S'il y avait le petit déjeuner, peut-être qu'il n'y a plus le petit déjeuner, mais au moins le repas est assuré pour l'enfant, pour la famille, mais plus de petit déjeuner. Ce n'est pas trop douloureux. Si papa avait commencé une maison, quelques tôles, un peu de salle de ciment, c'est toujours bien d'avoir le confort. Mais comme la ressource est faible, peut-être qu'il peut différer la maison. Quoique importante une maison. Surtout s'il est sûr qu'il ne vit pas dehors. Il fait un arbitrage, peut-être qu'il est locataire. S'il est déjà chez lui, c'est autre chose. Mais s'il est locataire, il est tout à fait opportun qu'il puisse, malgré tout, avoir une maison. C'est optionnel, mais c'est nécessaire. Mais peut-être pendant la petite période difficile, il se dira, mes enfants, madame, le terrain nous appartient, il est sécurisé, peut-être demain avec un titre foncier, mais préservons l'essentiel. Que les enfants puissent aller à l'école, qu'on ait le minimum du repas du soir ou de midi, et en cas de coup dur, on peut au moins aller acheter la Nivaquine dans le meilleur délai quand on est malade. Cet exercice-là, le Congo est capable de le faire. Parce que nous avons des secteurs où il faudra mettre de côté certaines dépenses. Ce n'est pas le lieu de le dire, mais nous avons des idées. On verra où on peut enlever ces dépenses sans que ça ne mette en péril la marche du pays. Et c'est possible. Voilà, monsieur le journaliste. Vous l'avez dit, le Fonds monétaire international, dans son communiqué final, a demandé au gouvernement de prioriser les dépenses afin d'éviter l'accumulation des arriérés. Alors, actualité oblige, nous avons depuis un certain temps, dans plusieurs secteurs de votre gouvernement, notamment la santé et l'éducation, il y a des tensions sociales. Alors, quelles sont les priorités du gouvernement pour essayer de résorber tant soit peu cet épineux problème qui est en train finalement de faire sombrer la quiétude des Congolais? Merci. Tout à l'heure, je disais que prioriser les dépenses, c'était un arbitrage que quelqu'un fait librement de sa situation. Il sélectionne dans ses dépenses ce qu'il considère comme les dépenses incontournables les plus importantes pour sa survie. Le Congo a besoin de vivre, de fonctionner. Un État a besoin d'assurer sa sécurité. Et l'État employeur a l'obligation de payer ses fonctionnaires. Aussi d'honorer la vie de ceux qui ont travaillé hier, c'est-à-dire ses retraités. Mais ça, c'est écrit de manière forte dans tous nos budgets, y compris le budget actuel. Mais à l'exercice à quoi nous assistons, c'est que quoi que noter dans le budget, la ressource justement qui sort de nos capacités de production actuelles, c'est que ces ressources sont faibles. Objectivement, du fait que l'activité a beaucoup baissé, ceux qui produisent la richesse s'étant presque disparus, notamment à Pointe-Noire. C'est là où on a parlé de crise économique, qui forcément commence à avoir des conséquences sur le social. On ne peut pas être heureux de savoir qu'il y a des arriérés sur les retraités, sur nos étudiants, puisque c'est nous qui avons fixé volontairement ces montants. C'est nous qui avons donné volontairement ces bourses à ces étudiants comme engagement. Et ces bourses-là, c'est de l'argent qui est consommé pour la vie des êtres humains, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient anciens travailleurs. Donc, ces dépenses pour un État qui se respecte, mais elles sont
les dépenses qu'on doit assurer à tout prix. Si elles ne sont pas assurées aujourd'hui, mais surtout simplement parce que la POPA Finance ne refoule que peu d'argent. Refoule peu d'argent parce que le contexte global, on importe moins pour les douaniers, donc moins de droits de douane. C'est pourquoi il faut toujours qu'on relance la machine pour qu'on importe un peu plus, vendre aussi. Le fisc, c'est pareil. Le fisc peut taxer sur les différents hommes d'affaires, les commerçants, les industriels, mais il faut que l'activité soit au rendez-vous. Quelquefois, ils veulent bien payer, mais ils n'ont pas la liquidité. Donc, notre souci en tant qu'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le patrimoine. Le pays est riche en patrimoine, mais c'est un stock, tout ça. Mais si je veux en faire en argent, combien je vends? C'est-à-dire la liquidité qu'il me faut. Mais si mon micro là coûte 20 000 francs, j'ai besoin de 10 000. Il faut que je trouve un client tout de suite pour que j'ai la liquidité. Mais s'il me dit, c'est bon, je te l'achète dans 5 jours. Mais si mon besoin c'est de vivre dans 48 heures, je fais comment? C'est le rôle des financiers de trouver les relais, de financer les délais. Non, le Congo a des micros à vendre, c'est possible. Mais ce n'est qu'un micro. Ce micro ne me donne pas la ressource pour aller payer les gens. La gymnastique, c'est de regarder dans tout notre patrimoine, là où on peut donc rendre ça liquide rapidement. Ces secteurs existent. Vous avez parlé de niches tout à l'heure, c'est possible. L'autre nœud en termes de liquidité, vous l'avez appris puisque vous parlez de l'économie dans la rue et c'est normal que vous parlez de toutes ces questions. Pour un pays, un peuple éveillé, vous avez le droit de savoir. Si nous avons effectivement une difficulté en termes de flux, c'est-à-dire de l'argent qui doit toujours passer, circuler, mais c'est tout simplement que nos recettes en douane ont effectivement baissé. Ces chiffres, nous les donnerons en temps opportun à l'Assemblée nationale, dont c'est la mission. Ils auront tout cela, et y compris à nos sénateurs. Mais dans les grandes lignes, il faut seulement savoir que notre budget, qui était déjà en réduction, à fin septembre, nous n'avons pas atteint, on aurait pu estimer que, disons juillet, le 7e mois de l'année, nous n'avons même pas dépassé les 45%. Ça veut dire quoi? Que le niveau de recettes est faible. Le niveau qui avait été prévu lui-même ne donne pas assez de recettes. Les raisons, c'est la morosité économique. Donc il faut redonner du souffle, qu'il n'y ait plus de morosité économique. Et là, les techniques existent donc pour que l'économie revive. Mais l'autre source où la recette nous pose problème, c'est la ressource d'origine pétrolière. Nous l'avons inscrit dans le budget. Comptablement, nous avons la ressource. Mais nous avons, dans nos rapports avec ce secteur, lorsque nous voulons faire justement des relais, à une certaine période, des relais de trouver de l'argent liquide, sont intervenus des hommes d'affaires dans ce secteur qu'on appelle des traders. Vous l'avez lu dans la presse congolaise, tout le monde en parle. Mais cette dette, ces différents partenaires, eux justement, dans la fameuse dette de 5 379 là, dont les traders en question, c'est eux qui prennent à la source notre recette pétrolière. Donc elle est calculée, mais elle ne tombe plus à la caisse. Ceci explique que la liquidité ne vient plus dans les délais. Et ça, c'est depuis un certain temps. Nous n'avons rien à cacher. C'est pourquoi nous avons estimé que cette situation ne peut pas durer. Il faut bien que la recette tombe. Elle est calculée, mais elle n'arrive pas. Parce qu'il y a le verrou provoqué par ce trader. Le Fonds monétaire en venant, c'était un n'arrive pas.
Parce qu'il y a le verrou provoqué par ce trader. Le Fonds monétaire en venant, c'était un des points où c'était laisser dire qu'on a caché la dette. C'était autour un peu de cette question. Faux, rien n'était caché. Ils sont connus, les montants sont connus. Les chiffres, je n'aime pas les donner parce qu'un chiffre varie tout le temps, et notamment avec eux. Ce matin, il a 1242 milliards. Mais c'est ce chiffre. Déjà avec le fonds, nous estimons qu'il faut discuter avec eux, trouver des mécanismes où il y a un crédit relais qui nous permet de payer ces gens et ça nous libère nos cargaisons, le pétrole. C'est une formule et les formules existent au niveau mondial. Ces emprunts, on peut les trouver. Le Fonds monétaire informé et disent mettez ça peut-être dans le cadre d'un programme. N'allez pas tout seul. Dans le programme, si on insère cela, nous serons le meilleur avocat pour convaincre la communauté internationale, peut-être même faire pression sur ses partenaires. Mais nous-mêmes, par nous-mêmes, notre volonté, c'est de leur dire, peut-être de trouver des moratoires. Pourquoi pas des décotes? Parce que le Congo sera tout producteur de pétrole. Il doit préserver l'avenir du pays. Quel intérêt ils auraient à capter la richesse au robinet, toute la recette pétrolière sur une certaine durée? C'est totalement inadmissible. C'est là aussi intervient la négociation. Elle n'est pas que technique, mais il faut négocier avec eux pour déverrouiller cela. Donc le pays produit bien quelques recettes, mais ce volet de recettes, cette source-là, elle est quelque part un peu hypothéquée de ce que je viens de dire. Mais c'est ça notre combat actuel. Les techniciens parleraient de rebond, c'est-à-dire s'endetter sur le marché international. Selon que celui de Londres ou de New York, les taux sont variables, ça dépend. C'est un peu coûteux. Mais aujourd'hui, le taux moyen de ces traders, si on extériorise un taux, à notre goût, il est assez élevé. Donc prendre un relais n'est pas totalement inintéressant. Tout ça, ça fait partie de ce que le gouvernement doit faire dans l'urgence. Parce qu'il y a urgence à signer avec le fonds, intégrer tous ces gaps-là et trouver la bonne ressource qui nous permet de libérer et nos cargaisons et de relancer l'économie, d'avoir des ressources dans les différentes niches que je venais d'indiquer. Et c'est tout à fait possible. Mais au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. Donc c'est un sujet qui se pose. Donc lorsque vous constatez que vous parlez des endroits où il y a des grèves, des endroits où il y a des gens qui demandent leur salaire, quoi de plus normal pour un salarié qui, 3-4 mois, s'il n'est pas payé, il voit son patron, je veux mon salaire. Les tests congolais garantissent ce genre de revendications, mais pourvu que ça se fasse dans la légalité, qu'il n'y ait pas d'autres idées derrière une revendication salariale. Mais quand on parle à son salarié, la situation objective, dans le dialogue social, nous allons engager avec tous les travailleurs du pays. Tout un organe existe pour ça. Mais nous avons déjà eu des syndicats qui m'ont dit, Monsieur le Premier ministre, vous irez peut-être avec le fonds. En amont, peut-être commencer à discuter avec nous pour qu'on voit quel type de mesures on pourrait supporter tous, qu'on les fasse passer auprès de leurs adhérents. Je trouve ça tout à fait positif parce qu'ils comprennent. Revenez à l'image du chef de famille qui n'a plus que 33 000 francs. On veut l'aider à retrouver ses 100 000, un jour les dépasser. C'est un chemin de la croix, mais qu'il faut quand même emprunter si on veut retrouver sa dignité. Donc, ces retards de salaire qu'on peut constater à l'université, qu'on peut constater au CHU et ailleurs, dans nos collectivités locales, ce n'est pas du tout plaisant. Mais c'est pourquoi, plutôt nous aurons signé un accord, on aura quelques ressources d'appoint justement pour remettre les choses à plat, repartir sur les bonnes bases. Mais certainement, et les Congolais en ont l'habitude, ce sera l'heure de garantir le nouveau départ.
s'il y en a qui ont des arriérés de 7, 8, 9 mois, dire qu'on va éponger tous ces arriérés, c'est peut-être pas très réaliste dans le contexte actuel. Mais au moins, dès qu'on aura fixé les choses à un certain niveau, de leur dire, à partir de maintenant, on vous garantit la paye tous les mois, parce que nous maîtrisons toutes les ressources qui arrivent pour y faire face. Je crois que ça lève les inquiétudes de tout le monde. Donc cette question, elle est sérieuse puisqu'elle touche la vie des Congolais, la vie de nos étudiants, la vie des travailleurs, des gens qui ont travaillé longtemps, qui ne demandent qu'à être payés. Tout cela, nous sommes parfaitement conscients de la situation. Là aussi, il y a des réformes à faire dans la gestion des caisses de retraite. Je le disais au ministre des Finances qui est en ce moment à Washington, dans les réunions annuelles du Fonds monétaire. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, aussi de remettre de l'ordre dans la structure de la dépense et de la manière de salarier le travailleur. Un bulletin de paie, je le disais il y a quelques jours, ce qui nous coûte, c'est le bulletin brut. Après, on fait les retraits. Retrait à la CNSS, retrait pour les impôts. Mais l'argent qui va à la CREF ou CNSS, il faut bien que ce soit de l'argent réel, pas une simple écriture. Mais pendant qu'on avait l'abondance, on a un peu perdu de vue cette question. Mais il va falloir. Nous n'engageons la paye que quand nous sommes sûrs que tous les bulletins de paye bruts, nous avons la recette maîtrisée. On ne se contente pas que du net. C'est ce qui explique les tensions avec les partenaires dans les caisses de retraite. Parce que si c'était bien abondé, tous ceux qui ont versé leur argent de manière effective, que les retraits qu'on faisait étaient du réel, pas du fictif, mais les caisses de retraite ne seraient pas en difficulté. Partout ailleurs, c'est les caisses de retraite qui font vivre la finance des États. C'est elles qui prêtent de l'argent dans le marché monétaire. Nous n'avons pas su le faire. Voilà une réforme importante que nous allons engager également, pour faire que demain la CREF et les autres caisses, en création d'ailleurs, deviennent des pôles qui ont de la liquidité et que l'État qui a versé l'argent même dans sa caisse dite de fonctionnaire, on lui garantit son autonomie. La recette qu'elle est là, on ne va pas la rendre fongible avec le Trésor public, qui a la possibilité de garantir ses ressources qu'elle peut placer sur le marché national. Comme ça, quand les retraites arrivent, dans un pays en mouvement où le salariat augmente, les effectifs de ceux qui gagnent augmentent, logiquement, la population de retraités, mathématiquement, entre le paiement des pensions et les versements au quotidien chaque mois, quand on fait le décalage, il y a plus d'entrées que de sorties. Comme on n'a pas su le faire sur les durées, aujourd'hui, nous constatons que nous sommes coincés. Une telle réforme, elle est lourde, mais il va falloir l'engager. Il va falloir l'engager pour qu'un retraité, quand il est retraité, il doit être serein parce qu'il sait qu'il a cotisé de l'argent et que cet argent peut se vérifier qu'il est bien quelque part. C'est ça qu'il faudra faire demain pour les caisses de demain. Je crois qu'une grande réforme qui avait démarré sous le ministre Ouosso, maintenant le vice-premier ministre va reprendre cette réforme en profondeur pour redonner vraie vie à toutes nos caisses, pour sécuriser les anciens travailleurs que nous sommes tous appelés à être. Je le suis déjà d'ailleurs. Vous voyez? À ce stade, Monsieur le Premier ministre, j'ai une grande préoccupation que je peux subdiviser en 3 sous-questions. La première préoccupation, Monsieur le Premier ministre, du communiqué qui a été publié au terme de la mission du FMI à Brazzaville, il ressort que la dette publique du Congo s'élève à 5 329 milliards de francs CFA, soit 110% de notre PIB. Monsieur le Premier ministre, un tel lourd endettement, est-ce que cela s'explique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ce que le Congolais lambda ne comprend pas, dans ce pays, on a connu des embellis, des années où il y a eu des excédents budgétaires. Cela a été déclaré devant la représentation nationale et déclaré même devant les médias. On a parlé de l'argent qu'on a épargné pour les générations futures.
mettons que les caisses sont vides. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire exactement où est passé l'argent des générations futures? Ça, c'est la deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, Monsieur le Premier ministre, dans la sous-région CEMAC, le Congo a un triste record. C'est qu'il se retrouve en tête des pays surendettés où il y a une grande dette. Nous sommes devant le Gabon, devant le Tchad, devant la RCA, et notre dette se chiffre en milliards. C'est un sujet assez préoccupant. Est-ce que M. le Premier ministre a un commentaire à faire à ce niveau? Pour terminer, je crois que mes collègues vont m'y autoriser. Au-delà de la dette publique, des 5 329 milliards de francs CFA qui représentent les 110% de notre PIB, il y a à côté une dette litigieuse et une dette intérieure. Quel est exactement l'encours de ces deux dettes, M. le ministre? Une causerie comme celle-ci, les chiffres, ça ne sait pas ça reprendre grand-chose pour beaucoup de ceux qui nous écoutent. Et peut-être encore un petit schéma. Les financiers ont tendance à dire, si tu gagnes par exemple 300 000, si tu t'endettes, le maximum que tu puisses payer pour te laisser vivre, on prend le tiers à peu près, donc disons, on te prend 100 000, tu restes 200 000. C'est un peu la norme. Quand on commence à dépasser les 30%, on commence à aller dans le surendettement. Ça commence à poser problème. Si vous n'avez pour ressources que 300 000, on peut tolérer de vous faire un retrait de 100 000 sur votre salaire. Mais on a vu des gens qui veulent s'endetter, qui disent non, moi j'ai 300 000, je suis prêt à payer 200. Mais évidemment, un bon financier n'accordera pas ça. S'il vous aime un peu, s'il veut vous aider, parce que finalement vous aurez trop de problèmes. Donc, quand un chiffre comme ça sort, dans nos discussions, c'est un chiffre qui est sorti d'après les estimations qu'on a faites avec eux, pour dire qu'on n'a rien caché. En discutant avec eux, je vous ai dit qu'à fin de nuit, on arrive à 5 329. Ce chiffre est dans la presse. C'est à fin juillet 2017. Donc, au moment où je parle, je ne sais pas combien elle est, puisque juillet à maintenant, elle a certainement bougé. Au moment où je parle, même une vraie dette, elle bouge. Si elle est placée au niveau international sur le marché, donc ça bouge tout le temps, elle n'est pas trop fixe, mais c'est un ordre de grandeur. Mais pour fixer les idées, permettre aux gens de bâtir les politiques, pour dire qu'on est trop endetté ou pas, souvent on cherche une variable, un élément important qui s'appelle le produit intérieur brut. Ça, c'est calculé par les comptables nationaux, c'est-à-dire des grands économistes, des économètres, qui font les enquêtes, qui recensent toute l'économie pour voir comment la production nationale dans le pays. Et pour les spécialistes, ils appellent ça la somme des valeurs ajoutées. Derrière, il y a les bénéfices, bien sûr, il y a les impôts, et il y a le travail. C'est ça qui crée l'enrichissement, puis d'autres ingrédients qu'on ajoute au PIB. Or, ce calcul-là, il faut des spécialistes pour le faire. Il faut des statisticiens. La direction générale de l'économie, c'est son rôle, avec la direction des statistiques. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Et les banques centrales également sont équipées pour faire ce travail. On forme nos cadres dans ce domaine. Chez nous, ces cadres existent, mais je suis bien passé pour me plaindre un peu de savoir que je ne les ai pas encore donné les conditions de travail qu'il faut. Aujourd'hui, la Direction nationale des statistiques n'a pas de bâtiment, ils travaillent dans des conditions un peu difficiles. L'un dans l'autre, on va renforcer ces directions pour qu'elles fassent des bons calculs. Parce que le débat qui arrive maintenant, c'est de savoir la dette, ok, c'est le numérateur. Le dénominateur, c'est combien? C'est le PIB. On a eu un débat avec le Fonds monétaire.
Nous, Congo, je crois que j'ai dû avoir un petit chiffre ici. Notre chiffre, c'est 5225. Si vous prenez 5329 divisé par 5125, on arrive à 101, 100,9, ça veut dire 101. Mais le Fonds monétaire a pris le chiffre, le sien, 4845. Quand vous divisez, on arrive à 109,99, donc 110. Bon, 101, c'est toujours... on n'est pas très heureux, puisque c'est quand même 100%. Ça serait notre chiffre à nous. Mais le Fonds monétaire vous a dit, d'après ces estimations, on est d'accord sur les 5329. Les détails ils existent. Mais on ne s'est pas mis d'accord sur le PIB. Nous continuons à penser que le nôtre, il répond plus à la réalité que celui que nous a annoncé le Fonds monétaire. Mais ils ont donné une indication. Mais ce n'est pas pour me dire qu'avec 100, je suis heureux. Non. Même notre propre chiffre révélerait qu'à ce niveau-là, oui, nous, on fera les 100%. Dans le cas d'espèces, ce serait celui qui gagne les 300 000, qui serait en endettement autour de 180 000 francs, par exemple. C'est-à-dire la charge qui lui reviendrait par mois. Donc, oui, là, il y a surendettement. Ça, c'est pourquoi on ne rentre pas dans les chiffres pour qu'on se perde un peu. Mais dans ces chiffres, je vous avais demandé quelques détails. Dans ces chiffres, ils existent. La dette publique extérieure du Congo. À ce temps, nous l'avons évaluée en juillet. Elle a 4 212. Elle intègre la dette bilatérale sur les partenaires bilatéraux. 2201, dont une bonne partie est représentée par la Chine avec un peu plus de 1400. Pourquoi la Chine a un montant aussi élevé? Mais c'est le premier partenaire stratégique. Ça s'explique par la nature d'opération qu'on avait à poser avec ce partenaire. Et la dette commerciale, oui, les fameux traders. Mais elle a été prise en compte pour faciliter le débat. Mais elle est en discussion, je vous ai dit. Parce qu'il faudra soit l'un ou l'autre, en tout cas, la rediscuter, la reprofiler, voire trouver un moratoire autour de cette dette. Mais quand vous l'excluez de 5 329, elle tombe à 4 000, rapportée à notre PIB, on se trouve autour de 80% de l'endettement. Vous voyez, ça, c'est des exercices purement de chiffres. Mais la vérité est que malgré tout ça, je ne peux pas vous dire que je suis très heureux du niveau de notre endettement. Non, la dette, elle est élevée. Donc, cette dette-là, pour laquelle beaucoup ont pensé qu'elle était cachée, n'est pas cachée. Je vous ai donné le chiffre, 1242. Vous voyez, elle n'est pas cachée. Le Fonds monétaire, là. Et vous dites par rapport aux autres pays, on serait surendetté. Bon, je ne parle pas des autres pays, nous sommes dans la CEMAC. On a des critères de convergence, des critères que nous devons partager tous. Monsieur le ministre d'État d'économie vient de Paris, au bord de la zone franc. On fait le point de tous les États, de leur situation. Le ministre m'a fait le rapport. Oui, nous avons des efforts à faire. On doit améliorer nos performances. Mais sinon, tous les pays de la région, je m'attendais un peu à cette question. Je n'ose pas parler de la dette des pays amis, ce n'est pas nécessaire. J'ai l'endettement du Cameroun, la RCA, du Gabon, de la Guinée, côté du Tchad. Pour tout vous dire, comme la note c'est en juillet, mais je ne connais pas l'heure à quelle date, donc additionner c'est un peu hasardeux, mais disons que la sous-région serait endettée à peu près de 20 000 milliards à peu près, toute la sous-région. Le Congo est entre 18 et 22%. Voilà le poids du Congo.
pour vous donner des indications. Vous voyez? Sommes-nous mauvais élèves? Je dis non. Surtout que l'élément dénominateur, le PIB, est un élément qui peut croître très vite. Je vous ai dit que le pays est en récession, connaissait beaucoup de difficultés. Pour peu qu'on injecte un peu d'activité dans le pays, mais le PIB va monter très vite. En stabilisant notre dette, c'est un simple rapport. On va baisser, on va dépasser, on va redescendre à 70%. C'est l'objectif de la discussion avec le Fonds monétaire. C'est les amener à soutenir des secteurs où on peut faire des investissements immédiatement rentables qui rapportent la richesse dans le pays. C'est-à-dire la fameuse valeur ajoutée, elle est rapide, elle est palpable, elle profite au plus grand nombre, elle est inclusive. Dans l'ancien temps, on disait auto-centré, autodynamique. C'est-à-dire cette richesse se crée en intéressant le plus grand nombre de Congolais, comme le secteur agricole, le secteur touristique, le secteur de PME. Parce que c'est proche des Congolais de tous les jours. Le pétrole, c'est la nébuleuse, c'est en mer, là-bas, on ne sait pas trop. Mais ça, c'est des activités qui touchent les Congolais tous les jours. C'est là que nous trouvons la vraie croissance vertueuse. Et c'est possible en horizon de 18 mois, 2 ans, on peut retrouver de la croissance. Le PIB du Congo qui a baissé, d'après nos calculs, à 5 255 milliards, mais peut être porté à 7 milliards, à 8 milliards en l'espace d'1 an. Le bâtiment repart, beaucoup d'activités, c'est terminé. Mais pour l'heure, le PIB, oui, il souffre. On craint même qu'il ne baisse encore. Donc, nous ne sommes pas le mauvais élève de la CEMAC, mais nous-mêmes, nous sommes conscients que nous devrons améliorer nos performances. Surtout quand on sait à seulement 1 an et demi, nous étions les premiers à avoir les réserves de change les plus importantes de la sous-région. Pendant des années, Monsieur le ministre Ondongo connaît le dossier. Pendant près de 3 ou 4 ans, Monsieur le ministre. 5 ans. On avait les meilleures réserves de change du pays, de tout de notre CEMAC. Mais c'est comme une zone de solidarité aussi. On se soutient mutuellement. Mais nous ne voulons pas venir à la CEMAC en n'étant pas capable de regarder les autres en face. C'est pourquoi nous avons besoin d'améliorer nos performances dans ces différents domaines. Mais rassurez-vous, voilà, génération future, voilà. Oui. Oui, la génération future, non, je voulais revoir ce que j'ai noté moi-même. Voilà. Alors, donc, je vous ai répondu sur la notion de dette, les rapports PIB et tout le reste. C'est trop technique, mais sachez simplement que le niveau qui est le nôtre ne nous satisfait pas, il va falloir l'améliorer. Mais tout simplement parce que de manière automatique, il y a beaucoup de choses qui interviennent dedans. Les rapports de taux de change avec les monnaies, selon qu'on la dette en question en dollars, ça varie tous les jours, vous voyez, ce n'est pas un chiffre qui est fixe. Si elle est avec des pays, des pays de l'Union européenne, ça ne pose pas de problème, parce que nous sommes en fixe, en relation fixe avec eux, ça pose moins de problèmes. La variation n'est possible, n'est même pas, n'existe pas. Donc, on ne rentre pas dans un débat trop technique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui influent sur un tel taux, sur un tel chiffre. Sachez simplement qu'on peut améliorer le dénominateur. La grande politique de demain, c'est améliorer la production, qu'elle soit inclusive, diversifiée, largement diversifiée, pour qu'il y ait une richesse proche des Congolais. Quand il y aura la crise, il y a une vraie stabilisation qui se fera. Parce qu'avec le pétrole, on a vu, l'airbag n'a pas été tout puissant, n'a pas été puissant. Mais avec des secteurs que nous maîtrisons, l'airbag va nous soutenir pendant les chocs. Donc le nœud, la politique en question, c'est regarder la production, les dénominateurs. Voilà. Maintenant, le deuxième aspect, on parlait des excédents budgétaires. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, les comptes existent. Hein? Nous avons la Banque centrale. C'est une banque
centrale. La banque des banques, donc l'État congolais, sa ressource, c'est là que tout le monde dépose la ressource du pays. Il y a quelques années, quand les pays de la CEMAC, pays pétroliers, se retrouvent avec des excédents, parce que l'argent tous les mois tombait, on ne peut pas les consommer rapidement. Capacité d'absorption, sauf ça va être une boulimie dans la dépense. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des ressources qu'il fallait mettre un peu de côté en attendant qu'on puisse maîtriser certaines dépenses, notamment d'investissement. La maturation d'un dossier prend du temps. Donc c'était une très bonne idée. Le Congo, comme les autres pays, ont accédé à l'idée de génération future. Oui, nous avons ouvert un compte qui a été abondé. De 2011, je crois, jusqu'à 2015, on a eu la ressource. Ces chiffres, je les donnerai à l'Assemblée nationale, mais pas à vous. Oui. Et oui, nous avons aussi un compte de fonds de stabilisation. Dans mon petit passé lointain à la Banque centrale, c'était nous qui étudions comment on monte les taux qu'on va mettre. Donc je connais un peu la musique. Là aussi, le Congo a ouvert ce compte. Mais il est plus libre parce qu'on peut un peu l'utiliser en cas de coup dur. Mais mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Vous êtes une confrérie, vous vous entendez toujours très bien, vous pouvez vous partager l'information. Eh oui, parce que si vous partagez l'information, vous aurez bien compris ce jour-là que j'avais répondu que le gouvernement qu'on appelle, il y en a qui disent Mwamba 1, maintenant Mwamba 2, mais Mwamba 1, quand il arrive avec mes collègues, mais je trouve quand même 400 milliards en compte. C'était le reliquat d'une partie de ces fonds de génération future. Voilà, pour vous ayez une indication. Mais nous avons vécu dessus, on a réglé beaucoup de problèmes depuis une vingtaine de mois que je suis peut-être aux affaires. Oui, cet argent nous a permis de fonctionner, de dépenser objectivement dans certains projets, de finir la municipalisation de la Bwenza, de dépenser, l'État fonctionne. Hein? Donc, il n'y a aucun tabou autour de ces questions. Votre pays a bien ouvert des comptes qui a eu à dépenser ses ressources sur des choses tout à fait précises. Qui a oublié? Le président vous a dit que la crise a commencé en 2014. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, que quand on voit les budgets du Congo, à partir de 2014, il y a une inflexion, on commence à souffrir. En l'espace de 2 ans, le budget a baissé de pratiquement 60%. Je vous ai donné l'exemple de 100 000 à 33 000. Quel est ce pays qui peut tenir avec un tel choc? Il faut avoir ça à l'esprit, c'est ça la vérité. Quand il y a un choc, parce qu'on a la génération future, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, en temps, on a des problèmes comme le 4 mars, je m'excuse pour tous mes compatriotes qui sont en attente, qu'on les loge, qu'on retrouve les maisons, ce dossier également, je leur annonce qu'il est ouvert. Le ministre d'État, c'est lui qui s'occupe des dossiers, nous allons le rouvrir pour que très rapidement les maisons qui sont là puissent être occupées, qui ont aussi de souplesse et qui ont le plus souffert dans ce domaine. Mais vous savez, dans l'urgence, on a dû dépenser de l'argent aussi par rapport à ça. Les Jeux africains, c'était très beau, mais dans l'urgence, c'était des domaines qui ont pris aussi de l'argent. Mais oui, monsieur. Donc, je vous dis les détails de cette nature, elles seront données à nos parlementaires dont c'est le rôle. Nous sommes dans une conférence de presse, je voudrais simplement vous dire que les écritures existent à la Banque centrale et au ministère des Finances, que moi, quand j'arrive, on me fait le point, je trouve 400 milliards. Voilà. Et de ça, je peux vous répondre dans les détails comment les 400 milliards ont été dépensés. Voilà. Merci, monsieur le Premier ministre. La semaine africaine, monsieur. Je reste quelque peu rassuré par la limpidité du discours. C'est-à-dire qu'à défaut d'être guéris, le malade que nous sommes, nous tous les Congolais,
se sent soulagé et réconforté de savoir qu'il y a une explication logique derrière chacun des maux dont nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes. C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, combien de déclarations de soupçons, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi? La statistique, combien de gens sont allés en prison? Vous voyez? Sinon, nous avons l'armature institutionnelle et réglementaire. Nous sommes aux normes. Maintenant, il faut seulement faire vivre les structures qui existent. Mais la corruption, les amis, comme on le dit, il y a un corrupteur et des corrompus. Ce dossier, c'est un phénomène de société assez grave. L'État, c'est son rôle à jouer, mais l'État seul ne peut pas tout seul régler cette question. Mais il est le premier à s'intéresser de cette question parce que ça fait partie de la qualité de l'économie nationale. Là où il y a la grande corruption, les investissements ne peuvent être mauvais, nous pouvons que recevoir des mauvais investisseurs. Les bons investisseurs ne viennent pas dans un pays où il y a la corruption, il y a une gangrène, c'est une gangrène. Donc, pour nous, la corruption est une plaie qui est anti-économique par nature. Mais ça fait partie des réformes que nous devrons prendre. Ça fait partie des réformes. Donc, je n'ai pas de chiffres à ce niveau. C'est un phénomène qui est là, que les acteurs sont quelquefois. Vous pensez à la corruption, quelquefois on pense aux personnalités les plus importantes. Mais malheureusement, quand vous allez pour les petits services courants, mais tout le monde veut se faire payer sur un service qui est tout à fait normal. Hein? Tout à fait normal. Les gens qui se plaignent de tracasseries sur les routes, je vous ai dit tout à l'heure que le commerçant qui est à Poto-Poto, qui dans la journée reçoit 4-5 interlocuteurs, chacun avec son képi, soit eau et forêt, soit agriculture, soit impôts, soit ceci, ça c'est dangereux, nous l'avons dit, qu'il va falloir mettre de l'ordre. Comme on a mis des guichets uniques partout, là aussi, un commerçant doit savoir que s'il paie son impôt, c'est monsieur un tel qui passe, cette structure qui passe, mais pas plusieurs à la fois. Donc ces questions-là, nous les avons, mais je n'ai pas un chiffre qui décrit le niveau de la corruption au Congo avec le rang des corrompus et des corrupteurs qui sont visibles. Malheureusement, dans ces domaines, c'est le monde de l'invisible. Mais ce monde-là, pour le combattre, les textes ne suffisent pas. Il faut des actes. Et c'est que ce qui a été précisé au niveau de la justice, c'est cela. Lorsque c'est avéré, il faut que les textes s'appliquent, puisque nous avons les dispositifs. Si nous voulons attirer des bons partenaires, je dirais peut-être du niveau de corruption, il faudra faire des efforts pour que le niveau de corruption ne soit pas de nature à perturber la volonté de ceux qui veulent investir dans ce pays, qu'ils soient congolais ou étrangers. Donc, c'est un phénomène de société, je crois, qui interpelle tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs politiques, et même les parents. Quand on fait des examens, vous avez connu à 3 ans les difficultés que nous avons eues. Et donc, la corruption, elle a tendance à aller dans tous les secteurs. Et corruption passive. Ce qui est sûr, le pays est équipé. On peut améliorer ces textes. Et le sujet est tellement préoccupant que le président de la République
a dit à Madame Lagarde, vous n'avez pas souligné ça, c'est pourtant dit dans le communiqué, qu'on voulait être assisté de manière urgente pour qu'on nous aide à mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'améliorer le climat par rapport à la corruption. C'est écrit noir sur blanc, vous ne l'avez pas souligné. C'est une requête de notre chef d'État à laquelle a accédé Madame Lagarde pour nous aider justement à gérer cet aspect du problème. J'ai dit le chef de l'État. Donc la plus haute autorité nationale est consciente de ce phénomène. Autant nous le disons Madame Lagarde. C'est parce qu'on est conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, vous devrez d'abord savoir que votre pays a compris que son avenir premier, c'est d'abord en Afrique. Et quand nous disons que nous sommes panafricanistes, que nous voulons l'émergence de l'Afrique, l'Afrique solidaire, nous l'avons démontré dans les faits, tous les régimes politiques confondus, depuis l'indépendance. Le Congo est un modèle d'une bonne coopération africaine. Et même quand on a peu, on a su donner aux autres. Lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté. À cette époque-là, nous l'avons posé les actes, mais je vous dis que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de tous les journalistes, nous vous disons merci de nous avoir accordé votre temps. Avez-vous un mot de fin? Oh, ben le mot de la fin, c'est une fois de plus remercier la presse nationale. Il faut qu'elle soit décoincée et puis qu'elle ne vive pas de rumeurs. Le président nous a prescrit de dire la vérité, rien que la vérité, mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne peut dire la vérité sur tout. Jamais. Parce qu'il y a des secrets d'État. Quand on gère les États, on ne peut pas tout dire. Quelquefois même pour la sécurité du propre État, même pour la sécurité du peuple. Mais dans le domaine économique en tout cas, ce que je viens de dire, c'est bien ce qui peut se vérifier dans nos documents officiels. Notre volonté de parler avec le Fonds monétaire, je vous ai dit, il y a un large consensus. Ce n'était pas toujours le cas. Même en gouvernement, il y en a qui avaient encore un peu le doute. Avec le temps, on a levé ces doutes. Pas d'inquiétude de parler avec le Fonds comme partenaire international. Mais nous sommes debout pour parler avec ce partenaire. Avec l'appui que nous avons du chef de l'État lui-même, je vous ai dit que nous avons les contacts au plus haut niveau. La diplomatie fonctionne pendant que nous parlons des chiffres. Notre volonté, c'est de sortir le pays de cette situation difficile. Elle est effectivement. Le chef de l'État l'a rappelé le 14 août dernier. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Quand je dis de coincer, c'est pourquoi on ne travaille pas dans la rumeur, qu'on ne vilipende pas le pays. Je vous demande simplement d'être un peu patriote. Ce n'est pas très compliqué, être patriote, un peu patriote, quelles que soient vos opinions politiques. Ne jetez pas votre pays en pâture. C'est quand même votre pays. Je vous demande pas de me faire confiance, ce n'est pas la question. Le gouvernement, nous posons des actes dans un contexte difficile. La nouvelle constitution d'ailleurs, pour bien montrer que nous qui sommes au four et au moulin,
nous avons l'épée de Damoclès de l'Assemblée, qui peut à tout moment prendre des sanctions contre un gouvernement qui travaille mal. Mais nous avons au moins cette volonté de ne rien vous cacher sur l'essentiel de ce qui concerne les Congolais. Donc je viens d'avoir là un exercice qui m'a permis, je crois, de vous dire les choses telles qu'elles se passent dans notre pays. On peut imaginer d'autres rendez-vous sur d'autres sujets la prochaine fois, mais soyons tous à l'écoute. Je suis heureux d'ailleurs que les Congolais s'intéressent aux affaires Fonds monétaires, même dans la rue, les petits-enfants. On ne sait pas ce que c'est. De mon point de vue, c'est une bonne chose. Ils veulent savoir davantage. C'est leur droit. Tout ce que nous voulons, c'est simplement qu'on puisse redonner au pays toutes les chances pour redémarrer normalement, retrouver de la liquidité dans le circuit, parce que le pays a du potentiel énorme. Il faut que tous ces retards que nous constatons, que nous déplorons, ça soit vraiment un lointain souvenir. J'espère bien que lorsque nous allons arrêter le budget 2018, qui sera le reflet de la volonté qui est exprimée ici, que je viens d'esquisser rapidement, le souci c'est de sortir de cette difficulté en regardant surtout l'avenir. Le passé c'est bien, le rétroviseur, mais ce qui m'intéresse c'est comment on avance, en tirant les leçons du passé. Je souhaiterais que simplement, vous les journalistes, avec un peu de patriotisme, juste un peu une dose, vous allez faciliter la vie de tous les acteurs nationaux, que ce soit nous les acteurs publics, les investisseurs privés, les partenaires au développement, comme ça qu'ils sachent que le pays est un pays de civilisés, des gens qui savent où ils vont. Les gens qui veulent rentrer dans un monde mondialisé, ils doivent avoir leur place, en ayant toujours la tête haute, mais sans être naïf. Donc, chers journalistes, je vous demande un peu de dose de patriotisme. Ça me suffit largement. Merci beaucoup. Nous annonçons le départ de M. le Premier ministre, chef du gouvernement.